Nous sommes aujourd'hui réunis pour le deuxième matin. Juste avant l'été, je crois fin mai, on avait reçu Gérard Colette, qui est le patron de la production donc chez Solvay, et avec qui nous avions exploré cette problématique. L'usine de demain sera agile. Alors on continue dans l'anthropomorphisme. Aujourd'hui, avec Dominique Foucard, on va regarder si l'usine du futur sera engagée. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ça, une usine engagée? Vous allez voir, dans un instant, vous comprendrez mieux. C'est une problématique très intéressante sur laquelle Michelin, puisque Dominique Foucard est le patron de la prévention et de la performance industrielle chez Michelin. C'est une problématique sur laquelle Michelin a un coup d'avance, sur lequel il est très engagé. Je regardais ce que vous écriviez, alors ce n'était pas vous personnellement, mais ce que Michelin écrivait en 2007. Et alors déjà, l'ouvrier Michelin, patron de la performance, et déjà on nous parlait d'autonomie, etc. Puis vous avez mis au point un dispositif à l'époque qui n'était pas celui-ci, mais qui avait déjà un peu vocation à mettre les individus sous tension, à les autonomiser au service de la performance collective. Vous auriez pu remonter beaucoup plus loin, puisque j'ai même trouvé une citation d'Édouard Michelin, le grand-père fondateur. Et il disait à l'époque, c'est en 1930 à peu près, l'un de nos principes est de donner la responsabilité à celui qui accomplit la tâche, car il sait beaucoup de choses sur la question. Et cela lui révèle souvent des capacités dont il ne se doutait pas et qui le font avancer. Et c'est exactement ça 90 ans après. Déjà dans les années 90, on a lancé toute une démarche chez Michelin qui s'appelait à l'époque les fonctions de production. On disait qu'il faut libérer les énergies, il faut laisser les gens décider, il faut arrêter de faire des contrôles dans tous les sens. On a retiré une bonne partie des fonctions de type méthodes industrielles, etc. Puis on a laissé les gens en pouvoir. Il y a eu des très belles choses, en Allemagne en particulier, et puis il y a eu des gros fiascos. Et je dirais qu'assez facilement, lorsqu'on laisse simplement la liberté aux toutes les structures, ça ne s'organise pas tout seul. Toujours est-il qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des choses extraordinaires. Je me rappelle, en Allemagne, j'ai vu vraiment des choses extraordinaires, mais en même temps des échecs. Et lorsqu'on s'est interrogé sur le pourquoi est-ce que toute cette démarche n'avait pas donné et délivré tout ce qu'on en espérait, je répète, elle a apporté beaucoup de choses, et en particulier elle a ouvert des esprits, mais il y a des choses qu'elle n'a pas délivrées. Et on s'est rendu compte qu'il nous manquait un mode de management structuré de l'entreprise. À ce moment-là, il y avait toutes les démarches Toyota, etc. Et on a pris ces démarches-là. À partir de 2005, on a lancé une démarche qui s'appelle toujours Michelin Manufacturing Way. C'est ça. Donc c'est une démarche, je dirais, classique à la Toyota, qui a aussi sa partie d'engagement des personnes, bien sûr, comme le Lean Manufacturing là, mais on peut aussi le faire plus ou moins profondément, plus ou moins bien. Le Michelin Manufacturing Way nous a fait faire des progrès fantastiques. Depuis 2005, du point de vue de la performance industrielle, ça s'est vu. Et en même temps, on savait qu'il fallait relancer cette partie responsabilisation des personnes. Et on a, à partir de 2007, c'est le papier de M. Rollier, relancé la partie de ce qu'on a appelé cette fois-ci les organisations responsabilisantes à l'intérieur du système de Lean Manufacturing. Mais là, on s'est dit qu'il faut vraiment redonner de la puissance à cette démarche de responsabilisation. Donc on a lancé des démonstrateurs d'abord. Donc on avait défini 11 sujets d'autonomie d'un îlot de production. Il y avait des sujets sur comment l'îlot peut être en charge de son progrès, comment l'îlot fonctionne avec son amont et son aval, comment l'îlot intègre les nouveaux, comment l'îlot fonctionne avec son responsable d'îlot, etc. Il y avait 11 sujets comme ça. Et on a proposé à des îlots dans le monde de réfléchir à ces questions-là. Donc il y a 38 îlots dans le monde Michelin, dans 18 usines, c'est ça. Donc on a fait ces démonstrateurs en 2013, et puis début 2014, on a fait le bilan de ces démonstrateurs. Premier enseignement, assez vite, grande cohérence des propositions. Je ne parle pas des propositions pratiques, mais je parle des idées qui ressortent vers quoi on voudrait aller. Une assez grande cohérence. Deuxième point, de façon naturelle, les gens disent on s'appuie sur le système. C'est-à-dire qu'il y a le système MMW qui est en place. Notre première décision d'autonomie, c'est de nous approprier ce système. À la fin, bon, je fais court, on a décidé, après, pour aller plus loin, de dire, bon, ces 11 démonstrateurs, il faut les rassembler quelque part et faire le paquet entier du fonctionnement d'un îlot nouvelle vague, qu'on appelle MAPP, Management Autonome de la Performance et du Progrès, par l'îlot lui-même. Et on se dit ça, en fait, on ne peut pas le faire dans un îlot isolément. Un îlot ne pourra pas bouger tout seul. Pour qu'un îlot puisse prendre de l'autonomie, il va falloir accepter que les fonctions support autour de lui s'écartent, que la hiérarchie s'écarte. Il va falloir que l'îlot en amont et l'îlot en aval soient reliés de la même manière avec lui. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait faire des expérimentations en grandeur nature dans une usine entière.
Et donc on a demandé des volontaires, et on a 6 usines volontaires. Donc on a démarré la mise en situation en décembre de l'année dernière. On accepte un certain effet tunnel, là, parce qu'il faut laisser les gens digérer, il faut laisser les gens s'approprier, il faut laisser les gens libres d'inventer. On va faire un premier point, pas bilan, mais un premier point en janvier. Donc on aura presque pris un an pour laisser à ces usines le temps de faire leur première démarche. On voit apparaître des sujets connexes qu'il faut absolument traiter. Pour arriver à donner vraiment une autonomie à une personne dans un îlot de production, il faut que quelque part, à un moment ou à un autre, il y ait une reconnaissance. Ça fait partie de moyens d'autonomie. Et l'une des difficultés que l'on a à traiter, c'est le caractère plat de la carrière d'un ouvrier. Et le deuxième sujet qui est difficile à traiter, c'est le fait qu'il faut arriver à ce que les fonctions support trouvent leur place, et ils doivent laisser la place à l'îlot, donc changer leur mode de fonctionnement. Le management doit changer son mode de fonctionnement. Le management responsable d'îlot, bien sûr, mais responsable d'atelier aussi. Donc deux sujets qu'il va nous falloir traiter comme premier élément de ces îlots, c'est il nous faut traiter le problème du plan de carrière. Plan de carrière, ils n'ont pas peur des mots, plan de carrière des ouvriers, et puis le changement de management. Une question quand même sur les gains économiques. Si vous avez déjà réussi à mesurer un petit peu ça, parce que tout ça c'est bel et bon, mais enfin, l'idée c'est quand même que ça soit au service d'une meilleure productivité, d'une meilleure organisation, enfin que ça permette à Michelin d'être plus prospère et d'avoir plus de réussite économique. Est-ce que vous avez déjà commencé à mesurer? Comment vous allez mesurer ça? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt économique de tout ça? Alors d'abord, ce qu'on considère, c'est que le mode de progrès de l'industrie chez Michelin, c'est à travers les outils de MMW. On a un rythme de progrès moyen qui est connu, qui est mesuré tous les ans, pour lequel il y a des engagements tous les ans. Le MAPP, les OR et le MAPP, ça n'est jamais qu'une façon de rendre ces outils plus efficaces et plus puissants, parce qu'ils sont utilisés par des personnes plus convaincues. Donc on attend de cet empowerment des personnes, pour parler, une beaucoup plus grande efficacité de nos outils de progrès, sans changer forcément nos outils de progrès. Une question sur l'organisation, la hiérarchie, le management, l'encadrement, la maîtrise, on appelle ça comme on veut. Est-ce que vous ne risquez pas de frustrer, de démobiliser, voire de faire disparaître, avec tout le risque que ça pourrait comporter, un management qui quand même, malgré les défauts qu'on lui connaît, il y a toujours les petits chefs qui vous embêtent, mais enfin tout de même une fonction, c'est pas par hasard qu'on a organisé tout ça depuis le 19e siècle comme c'est aujourd'hui. Oui, mais non, ça ne marchera plus comme au 19e, ça c'est clair. Déjà, le travail de responsable d'îlot est complètement changé par rapport à voilà, 30 ans. Ça a été dur, il y a des gens qui n'ont pas réussi, ça c'est vrai, on n'a pas réussi à amener tout le monde dans le truc, mais enfin ça s'est fait. Il y a une nouvelle évolution qui est peut-être aussi importante, qui est de passer de ce rôle de responsable d'îlot à, bon, on pense que c'est vraiment un rôle de coach. Oui, il y a un rôle extrêmement différent qu'il faut bâtir pour le responsable d'îlot. C'est normal, ça fait peur à pas mal de monde, hein, mais on a déjà réussi la première transformation, donc on réussira celle-là. Il y a aussi, je parle de peur, la peur elle existe aussi parmi les ouvriers. J'allais vous le dire, mais vous parlez de peur, dans le fond, est-ce que tout le monde a envie d'être autonome? On est convaincu chez nous que tout le monde a envie de bien faire. Il y a des deux gros moteurs, hein, c'est tout le monde a envie de bien faire et tout le monde a envie de se sentir utile, donc de donner quelque chose à un client. Et au fond, qui n'a pas envie d'être fier de ce qu'il fait, qui n'a pas envie d'avoir l'impression qu'il est utile à quelque chose? C'est plus ou moins difficile de déclencher le bon réflexe pour sortir toutes les strates de « j'ai pas envie, c'est pas ça qu'on m'a demandé, je suis pas payé pour ça », etc. Au fond, ce désir, il existe chez tout le monde.